Bonjour et bienvenue à votre club de lecture Le Bouquineur. Notre invitée cette semaine, Madame Danielle Caron, autrice du livre « Courir au temps du cancer ». Et bien sûr, je suis avec mes deux collègues, Joanne Hamel et Monique Barriot. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, Joanne, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? De la brodeuse de Winchester. Alors, nous allons broder. Oui. Oui, d'accord. Et toi, Monique? L'anomalie de Hervé Letellier. Ça, c'est un roman très particulier. D'accord, j'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas nous dire. Alors, retrouvons tout de suite Madame Danielle Caron et nous revenons avec nos collègues plus tard. Bonjour Danielle. Bonjour. Alors, Danielle, avec ce volume-là, vous avez parlé de votre expérience, mais vous voulez aussi faire œuvre utile parce que vous voulez donner à penser que l'activité physique peut faire partie des protocoles de traitement du cancer. Exactement. C'est que c'est pas un sujet qui est abordé très facilement en oncologie. On parle de beaucoup d'autres sujets. Moi, j'ai été traitée ici à l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca. J'ai eu des excellents soins, mais l'activité physique, ça faisait pas partie des sujets. On parlait d'alimentation, d'effets secondaires, etc. Et moi, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait l'expérience par moi-même, à quel point ça pouvait procurer des bienfaits, puis à quel point ça faisait une différence quand on a des traitements de chimiothérapie. Par exemple, sur l'énergie qu'on a, on est beaucoup moins fatigué, on récupère mieux. Et moi, je me disais, à partir de mon expérience, est-ce que ça peut faire en sorte que le sujet de l'activité physique soit davantage pris en considération quand des gens sont traités pour un cancer? Si on commence au départ, en 2013, votre sœur Andrée vous initie à la course à pied. Bien, je dirais qu'elle a beaucoup insisté pour que j'essaie la course à pied, parce que moi, j'étais déjà âgée de 56 ans, je pense, à l'époque. Bon, je me souviens même pas. En tout cas, c'était tard, c'est au moins 55. Puis, j'étais une personne assez sédentaire. Et puis, elle avait commencé à courir quelques semaines auparavant. Puis, elle me disait, tu devrais essayer ça. Elle m'avait envoyé son programme de course qui était sur 8 semaines, puis ça consistait à courir 5 km là, sur la période. Mais moi, j'étais persuadée que impossible pour moi de courir un 5 km. Je n'étais même pas capable de courir 100 mètres. Mais j'ai dit, je vais l'essayer. Et puis finalement, il y a deux mots très importants que la course. Là. Les deux mots-clés, c'est progressivement et régulièrement. Alors, ça a été très progressif, mais je suis arrivée, puis même c'était un peu en bas du 8 semaines, à faire un 5 km. Mais après, on est fiers d'avoir fait ça. Jamais j'aurais pensé de relever un défi physique dans ma vie. Alors là, on en veut d'autres. On veut en faire 6, on veut en faire 7. Puis à un moment donné, bien, ça devient un mode de vie, la course. C'est ça. Mais le choc 3 ans plus tard, parce que vous apprenez en 2016 que vous avez un cancer du sein. Et vous aviez l'idée à ce moment-là, parce que vous l'avez dit, c'est progressivement, mais vous aviez l'idée de faire un marathon. Alors, comment vous avez réagi par rapport à l'annonce du cancer, mais par rapport à courir, la course à pied? Bien, moi, j'ai eu deux grandes réactions quand je l'ai appris. En fait, quand on m'a confirmé, parce qu'un coup qu'on est en investigation, j'avais des doutes là, que la tumeur pouvait être cancéreuse. Moi, c'était comment je vais prévenir mes proches. Parce qu'il faut prévenir les enfants, le conjoint, la famille. Et l'autre préoccupation, j'étais sûre de devoir arrêter de courir à ce moment-là. Quand je l'ai su, c'est donc bien plate. Je vais être obligée d'arrêter de courir pendant les traitements. Puis là, bien, moi, j'avais tout un plan. En 2016, c'était 2 demi-marathons. 2017, mes 60 ans, je vais courir un marathon. Alors là, ça me désorganisait un peu. Et par la suite, je me disais, je vais courir le plus longtemps possible jusqu'à temps que les traitements commencent. Et puis, à un moment donné, en courant, je me suis dit, bien, pourquoi j'arrête de courir? J'ai juste à continuer. Et c'est ça, le beau avec la course, c'est qu'on peut courir plus lentement, on peut courir des plus petites distances, on peut faire des intervalles de marche. Fait que pour moi, c'est devenu possible. Puis, comme mon hypothèse était, ça me fait du bien de courir, pourquoi ça ne me ferait pas de bien alors que je suis traitée en chimiothérapie par radiothérapie? OK. Mais il a fallu que vous vous donniez des règles au départ. Vous en avez parlé un petit peu, mais vous vous êtes dit, si la course me fait plus de tort que de bien, bien, j'arrêterai. Bien, la première chose, il fallait que ça fasse une plus-value, là. Il fallait que ça me fasse du bien. Moi, j'avais déjà des choses à vivre, je n'irais pas en ajouter en plus.
si ça me fait pas de bien. Fait que c'était mon premier critère, si ça fait du bien, je vais essayer puis je vais poursuivre. Avoir du plaisir aussi, parce que déjà, c'est une période où on met tout en pause, le temps qu'on a des traitements. Je me disais, bien là, il faut au moins que j'aie une activité qui me procure aussi du plaisir. Oui. Mais avant tout, c'était le bien-être, puis de dire, bien si ça me fait du bien, je vais continuer. OK. Et donc, vous n'aviez pas d'objectif de performance? Bien, je n'ai jamais eu beaucoup. Bien, moi, je n'ai jamais couru pour des podiums, mais en même temps, quand on fait de la course, c'est toujours vis-à-vis soi. Parce que même si moi, je ne peux pas rivaliser avec même dans ma catégorie d'âge, là, c'est sûr que moi, je suis plus en arrière du peloton qu'en avant. Mais vis-à-vis soi, on a tout le temps des objectifs de faire mieux d'une fois à l'autre. Quand on s'inscrit à une course, d'avoir un meilleur temps dans un 10 km, un demi-marathon, j'avais ça aussi, puis je l'ai encore aujourd'hui. Mais pendant la période du cancer, bien là, on oublie ça, là. Là, on court, puis on y va avec... moi, je ne savais jamais comment ça irait lors d'un entraînement. Je vais y aller avec les sensations du moment, puis j'ajusterai, là. Oui. Et donc, vous avez eu, je pense, des séances de chimiothérapie? Moi, Oui? j'en ai eu 8, puis je les ai eues aux 2 semaines. Ça revenait quand même assez vite. Ils appellent ça par dose densité. Paraît-il que c'est plus efficace pour certaines personnes. Alors aux 2 semaines... moi, ça m'a permis, d'un traitement à l'autre, j'avais complètement récupéré là, quand je retournais à mon prochain traitement. Et la course à pied vous procurait un certain bien-être pour dire, ben oui, je continue. Ah, c'est certain. Moi, les journées que je courais, je passais toujours des meilleures journées. Tout le temps, tout le temps. Que ce soit sur le plan physique, psychologique. Puis moi, c'est fête au village, là. Quand j'allais courir, là, c'était... je préparais mes vêtements la veille, puis j'y allais tôt, parce que moi, j'ai couru l'été. Il a fait très chaud à l'été 2016, beaucoup d'humidité, donc j'y allais tôt le matin, mais moi, c'était vraiment là... Puis même à un moment donné, je me disais, je devrais peut-être essayer tous les jours, là, tellement que ça me faisait du bien. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est une formule gagnante aux 2 jours, je vais continuer comme ça, puis je vais toujours avoir hâte d'y retourner. Est-ce que ça a été plus difficile de courir pendant vos périodes de radiothérapie? Plus facile, la radiothérapie. Puis d'ailleurs, pendant que aussitôt que j'ai commencé mes traitements de radiothérapie, il y a un mois entre les deux, entre la chimio et la radio, j'ai commencé à m'entraîner pour courir 10 km à Nicolette. Fait que je me suis inscrite à un 10 km à Nicolette, j'étais en pleine radiothérapie. Moi, je n'ai pas connu d'épisode de fatigue. Bon, c'est sûr qu'il y a des irritations à cause des radiations, mais la course pendant la chimio, c'était plus difficile. J'ai retenu une phrase que vous avez dit, que vous avez écrite. La course me permettait de faire la grimace à la maladie. Je trouvais que c'était vraiment, là, vraiment sublime. Là. Mais c'est comme, tiens, toi, moi, j'ai une maladie grave qui pourrait peut-être menacer ma vie, mais moi, il y a des choses qui vont continuer. Je vais continuer à avoir du plaisir. Puis, entre autres, la course, moi, ça me donnait du plaisir. Mais c'est probablement une des périodes de ma vie, étonnamment, où j'ai été la plus calme de toute ma vie. C'est pendant la période où j'ai été traitée pour un cancer. OK. Puis, vous avez parti un blog pour un peu partager avec vos amis ce que vous viviez. Puis, de ce blog-là, vous êtes passé à l'écriture du volume. Bien, ça s'est fait un peu comme ça. Parce que le blog, moi, je n'ai pas fait un blog pour une personne qui est traitée pour le cancer. Je me disais, il y en a beaucoup qui existent. Ouais. Je ne voyais pas ce que ça procurerait de différent. Moi, je me suis dit, je vais faire un blog sur l'expérience de course à pied, parce que c'est pas courant. Il n'y en a pas tant que ça qui le font. Puis je me suis dit, ça va laisser une trace, puis de toute cette expérience-là. Puis c'était ma façon de donner des nouvelles aussi à mes proches. Oui. Et on en arrive un petit peu au 21 octobre 2018, où vous avez participé au marathon du Petit Train du Nord. Et vous avez appelé ça le marathon de l'amitié. Pourquoi? Bien, moi, au départ, j'avais rencontré Daniel Lequin, c'est un coureur, qui est blogueur aussi à RDS. J'avais justement parlé de l'expérience de course pendant le cancer. Puis Daniel m'avait offert, si un jour tu veux faire un marathon, bien moi, je serai là. Parce que lui, son plaisir, c'est de faire ça. Il accompagne les autres. Il ne court pas de monde, Daniel. Lui, il ne court pas pour les médailles non plus. Et là, il y a déjà, au moment où on se parle, il y a 100 marathons de fait. Et moi, c'était mon 91e. Et à ça, s'est ajoutée ma sœur qui m'a initiée à la course, puis une collègue de travail. Et les 4, nous, au départ, on avait dit, on court tout le temps. On ne se laisse pas, on part ensemble, puis on arrive ensemble. C'est pour ça qu'on a appelé ça le marathon de l'amitié. Des fois, on ralentissait pour moi, des fois, c'était pour quelqu'un d'autre.
Mais les 4, on a franchi le fil d'arrivée ensemble. Magnifique. Et maintenant, vous êtes en rémission depuis 4 ans et demi environ? Oui, Ça va bien? ça va très bien. Oui. Bon, ben tant mieux. On est bien content. Comment on peut se procurer votre volume? Bien, il y a plusieurs façons. Il y a des librairies à Victoriaville qui ont des exemplaires. On peut le commander aussi en ligne, soit Performance Édition, l'éditeur du livre, ou encore il y a les librairies aussi, ils ont des versions aussi numériques en ligne ou version papier. D'accord. Merci beaucoup pour ce livre, ce témoignage qui est un beau message par rapport à la vie, comment prendre la vie. Vraiment, j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes maintenant de retour. Alors, nous commençons avec toi, Joanne, et la brodeuse de Winchester. Tout à fait. Alors, c'est paru en août 2020. L'autrice Tracy Chevalier, c'est une écrivaine américaine et britannique. Elle est l'autrice d'une dizaine de romans. Généralement, il y a toujours une partie d'histoire, donc réelle, mais aussi qui relève une partie moins réelle, mais c'est beaucoup des portraits de femmes, notamment, probablement que vous en avez déjà entendu parler, de La jeune fille à la perle, qui a donné lieu à une adaptation au cinéma et qui a reçu 3 nominations aux Oscars en 2004. Dans ce roman, Tracy Chevalier traite d'un sujet que j'aime beaucoup, le féminisme, et de la montée du nazisme. L'histoire se déroule en Angleterre en 1932. Violette Speedwell a 38 ans, célibataire. Elle travaille pour une société d'assurance comme simple dactylo et elle vit à Southampton, pas un village, mais une petite ville, avec une mère. Puis là, je fais exprès pour dire Mrs. Speedwell parce que tout le long du roman, on ne connaîtra pas le prénom de la mère parce qu'elle a pour elle, là, c'est Mrs. Speedwell. Okay. Alors, elle est acariâtre. Elle a perdu son mari et son fils lors de la Première Guerre mondiale. Elle critique systématiquement tout ce que fait Violette. Violette, elle est pour sa mère une image que probablement elle aurait aimé être. Parce que Violette s'entendait beaucoup mieux avec son père qu'avec sa mère. Donc, elle est acariâtre, pas parce qu'elle a perdu fils et mari, c'est ce qu'on pense au début, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus profond. Violette, c'est une jeune femme de 38 ans, comme je le disais, puis elle a un caractère très indépendant. Elle aussi, elle a connu comme des millions de femmes de l'époque, a perdu son fiancé au front et fait partie, j'aime le terme, des femmes excédentaires, ce qu'on appelle les vieilles filles. Pourquoi excédentaires? C'est qu'ils n'ont pas trouvé à se marier, donc elles sont en excès. Ce qui est très mal vu, puisque sans mari à cette époque, tu n'es pas une personne complète. Cette étiquette, Violette, elle ne prend pas ça. Elle n'aime pas porter cette étiquette et parce que ça attire le mépris et aussi ça te prive de plusieurs amis. Pour prendre sa vie en main, elle décide de s'éloigner de sa mère et s'en va s'établir. Elle demande un transfert pour la même société et s'en va à Winchester, une grande ville, dans laquelle il y a une cathédrale majestueuse qui va devenir au cœur de ce roman. Même avec un petit salaire et une propriétaire aussi grincheuse que l'a été sa mère, elle se sent enfin libérée. Un jour, elle assiste à un office, une cérémonie religieuse à la cathédrale et fait la rencontre de Gilda, qui va devenir sa grande amie. Mais Gilda, elle a une particulier, elle travaille dans un cercle de brodeuses. Des brodeuses qui brodent des coussins et des agenouilloirs pour la cathédrale. D'ailleurs, ces coussins-là, ça c'est la partie qui est vraie, les coussins et les agenouilloirs existent encore et sont dans la cathédrale. Alors, comme touriste, si vous allez visiter, vous allez à même de les voir. Donc, elle décide, Violette, de vouloir faire partie de ce cercle féminin pour trouver du soutien, de l'amitié et aussi la créativité qui lui manque. Elle veut aussi laisser sa marque dans le temps, dans les coussins et les agenouilloirs. Donc, elle se lie d'amitié. Gilda, sa particularité, elle est très audacieuse. Violette découvre aussi un cercle plus masculin dans la cathédrale. Donc, ce sont les sonneurs de cloches et elle a une relation bien particulière avec Arthur, qui est un homme marié. À l'époque, c'était pas simple. Non.
Alors, pour moi, je vous ai dit que le roman traite de féminisme. C'est la beauté de ce roman-là. Ça réside dans la démonstration de la détermination de Violette. Comment Violette nous montre sa détermination? Un jour, elle ose demander une augmentation de salaire pour elle et une de ses collègues. Son patron lui répond qu'il ne comprend pas pourquoi les femmes comme elle tiennent tant à gagner leur vie alors qu'elles devraient s'occuper de leurs parents vieillissants ou de leur mère. Eh bien. Ensuite, elle défend ses amies lesbiennes auprès d'autres brodeuses qui disent qu'elles sont gays juste parce qu'elles n'ont pas réussi à trouver d'hommes. Elle affronte même un homme et se défend contre ce même homme qui veut la violer. Et elle gagne. C'est elle qui a le déçu. Parle-moi de ça. Puis, comme je vous ai parlé, la relation particulière qu'elle a avec Arthur, le sonneur de cloche, cet homme qui est marié, se développe et j'en dis pas plus. On voit bien donc dans ce monde qui est hostile aux femmes que Violette n'a d'autre choix que de s'affirmer et la partie historique, j'y reviens, parce que la brodeuse, elle a vraiment existé. Celle qui a créé le Cercle des brodeuses, c'est Madame Louise Pézelle, et pour elle, une grande inspiration. Puis elle l'a été pour moi aussi lorsque j'ai lu ce livre-là. Et la devise de Louise Pézelle est « Sic parvis magna », des petites choses naît la grandeur. Oh. On constate donc que la recherche d'indépendance pour les femmes est un processus qui est encore tout à fait d'actualité. J'ai parlé de nazisme tout à l'heure. Tout au long du roman, dans cette histoire, on annonce l'arrivée d'un certain Hitler à la tête de l'Allemagne. Plusieurs croient à cette époque-là qu'il ne fera pas long feu, qu'il va faire juste passer, mais l'avenir, on le sait, sera tout autre. J'ai beaucoup aimé ce livre. Je vous souhaite autant de plaisir à le lire. Ah, bien, merci beaucoup. Ça a l'air vraiment intéressant. Et toi, Monique, tu nous parles de l'anomalie. Oui, oui. J'avoue que jusque-là, je me suis demandé comment j'allais aborder la question. Est-ce que je commence en suivant le roman ou si je vous donne le punch? On va suivre le roman. Alors, on commence ce roman-là avec, ces deux hommes dans un bar. Et puis, ils commencent à se parler, là, un peu par ennui, si tu veux. Là. Ils commencent à discuter ensemble. Et le deuxième demande au premier, est-ce que toi, tu serais capable de tuer un homme? Et il dit non, mais je connais quelqu'un qui est capable de le faire. Alors, en réalité, c'est que là, il se cache derrière cette mise en scène-là et il se présente et il devient tueur à gages. Alors que dans la vie de tous les jours, il est marié, père de 2 jeunes enfants et il est à la tête d'une petite chaîne de restaurants ou de magasins végétariens. Après ça, on rencontre un chanteur de pop africain, homosexuel, qui a toujours avec lui une femme parce que dans les pays d'Afrique, l'homosexualité, en tout cas dans plusieurs pays, c'est très mal vu, pour ne pas dire condamné. Alors, il fait à croire à tout le monde qu'il est marié. Bon, ça finit. Après ça, troisième chapitre, on est avec une avocate noire, particulièrement talentueuse. Donc, on est aux États-Unis. Et elle est en discussion avec un homme riche qui veut qu'elle devienne son avocate particulière, là, qu'elle s'occupe de ses affaires. Bon, ça, ben, tu sais, c'est le début de la prospérité, là, tu sais, si elle accepte cet engagement-là. Et là, le FBI se présente à son bureau, puis il lui demande de la suivre. Et là, tous les autres personnages qu'on découvre comme ça à chaque chapitre, il y en a plusieurs que le FBI vient les chercher. Tu te dis, qu'est-ce que c'est ça, ce roman-là? Où c'est qu'on s'en va avec ça? Et là, je vous donne le punch. Donc, on est en juin 2020. Le vol Paris-New York 006 d'Air France sort d'une zone de turbulence particulièrement pénible et l'appareil est endommagé. Alors, le commandant appelle l'aéroport John F. Kennedy puis dit, on doit se poser d'urgence. Faites-nous de la place, on arrive, on est vraiment très mal foutus. Mais
problème, c'est que ce vol-là, 006 Paris-New York, avec le pilote, le commandant Markel, a déjà atterri au mois de mars avec exactement le même monde à bord. C'est toutes des doubles. Ah, je vous ai eu, là! Tu nous mystifies, là! Ouh! Alors là, on entre dans la deuxième partie du roman. Évidemment, on fait main basse sur tous ces passagers-là, mais tu sais, il y a des enfants, il y a plusieurs personnes. On fait main basse et là, tu as une discussion, on fait venir, évidemment, on est aux États-Unis, on fait venir tous les savants du monde qui peuvent, tu sais, dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça, moi, c'est la partie qui m'a plu le moins, là, parce que je comprenais rien à ce qu'il racontait. En tout cas, pour essayer d'expliquer comment ça se fait qu'au mois de juin, le même, bon. Et là, après ça, ça, j'ai aimé ça. Là, on fait venir tous les grands, les papes, là, les grands évêques, tous ceux qui, les rabbins juifs, en tout cas, tous les sommités dans le domaine pour savoir est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des humains? Parce que, tu sais, on ne veut pas penser que quand on va les laisser aller dans la nature, que les gens... Bon, évidemment, il y en a une qui va connaître un mauvais sort, justement, à cause d'un ultra-religieux américain là, qui n'accepte pas la situation. Et la troisième partie, bien là, chacun rencontre son double. Parce qu'à un moment donné, il faut bien savoir lequel... Et pour vous donner un exemple, le commandant Markel, lui, quand il a atterri au mois de mars, il est rentré à l'hôpital avec un cancer du pancréas et au mois de juin, il est presque mourant. Et là, sa femme, elle se retrouve devant un commandant Markel du mois de mars, qui est encore en très bonne santé, mais qui va mourir au mois de juin. Donc, il faut qu'elle recommence tout le processus. Et là, sa réaction, c'est de dire... On va dire aux enfants que tu as eu un rebond. Fait que là, le mourant cède la place à celui qui vient d'arriver. En tout cas, donc, tout le long, c'est les personnages. Pour les démêler, bien, c'est le commandant Markel Mars et c'est le commandant Markel Juin, tout ça. Mais c'est un ouvrage intéressant parce que c'est un ouvrage philosophique en même temps. Mais tu sais, c'est tellement... Écoutez, pour avoir pensé à ça, là, ça prend quelqu'un. Hervé Letellier, c'est quelqu'un qui a travaillé à Charlie Hebdo, qui travaille au Canard enchaîné, qui est à une émission, attendez que je trouve le nom, des papous dans la tête. Là, c'est un homme qui cultive l'humour. Bon, en tout cas, lisez ça, là, c'est à la fois amusant, mais aussi... Déconcertant. Oui, puis très, tu sais, ça te questionne. Là. Ça joue dans la tête. Oui, absolument. L'anomalie d'Hervé Letellier. Merci. Alors moi, je vais vous parler de Âme brisée d'Akira Mizubayashi. Alors, l'auteur, oui, est d'origine japonaise, mais c'est un écrivain d'expression française et c'est un prof d'université. Il est né en 1951. Âme brisée, c'est le gagnant du prix des libraires 2020 et en plus de nombreux autres prix qu'il a gagnés. Alors, je vous dirais que c'est un petit volume, OK? C'est pas long à lire. Il y a plusieurs qualificatifs qui me viennent en tête pour cette écriture-là, poétique, musicale, bouleversante, envoûtante, en tout cas. Bien, je vous dirais, la culture japonaise, c'est comme si ça se reflétait là, dans le volume. Puis la mélomanie, parce qu'on va voir les deux thèmes, c'est la musique et la littérature. Et la façon qu'il décrit les pièces musicales, c'est vraiment extraordinaire. Là. Il connaît vraiment ça. Puis je vous dirais qu'à certains endroits, j'ai même pas retenu mes larmes. Oui, ah, oui. C'est ça. Excuse-moi, Chantal, c'est un Québécois? Tu dis qu'il est d'expression française, c'est français? Non, il a été publié aux éditions Gallimard en France. OK. L'histoire commence en 1938 à Tokyo. C'est 4 musiciens qui sont amateurs, mais qui font des répétitions parce qu'ils aiment la musique au Centre culturel de Tokyo. Yu, qui est un professeur d'anglais, et celui qui chapeaute les 3 autres, qui sont des Chinois, mais qui ont décidé de rester quand même au Japon, malgré la guerre qui se dessine. Là. Okay. Alors, un jour, ils sont en train de répéter, et ils ont toujours l'habitude de fermer les rideaux.
Pourquoi? Je ne sais pas, mais bon. Ils ont toujours, peut-être qu'ils avaient peur aussi, là, mais en tout cas, bref. La répétition est brutalement interrompue par des militaires. Le violon de Hugh est écrasé. Les 4 sont amenés par les militaires puis sont accusés de complot contre le pays. Alors, il y avait aussi le fils de Hugh, Ray, qui a 11 ans. Quand il a vu qu'il y avait des militaires qui arrivaient, il s'est caché. Il l'a caché dans une armoire et il a été sauvé, dans le fond, par un des capitaines, le lieutenant Kuro, pas un capitaine, un lieutenant, Kuro Kami, qui, au lieu de le dénoncer, va prendre le violon, parce qu'il est le dernier, puis c'est un mélomane, on va apprendre que c'est un mélomane, il va donner le violon au jeune enfant, puis il n'en parlera pas, puis il va partir. Une histoire de deuil insoutenable, une histoire Le jeune va être adopté par un ami français de son père, il va avoir un autre nom, il va vivre pour restaurer le violon de son père, il va devenir luthier. Et c'est sa progression, là, quand il commence à vouloir être étudiant pour la lutherie, tout ça. Et c'est vraiment un bijou à lire, c'est serein, malgré l'horreur de ce qu'il a vécu. Il y a une fin qui est... C'est vraiment un être humaniste, cet auteur-là, parce que la fin, c'est un peu comme les contes japonais, je vous dirais. Alors, c'est vraiment un petit bijou à lire, je vous le conseille. Est-ce que c'est un peu autobiographique, puisque... Ça, je ne pourrais pas te le dire. Mais il y a pour connaître, pour décrire autant les pièces musicales, puis tout ça, c'est parce qu'il est vraiment là, érudit dans ses... connaissants. Oui, c'est ça. Alors, merci beaucoup, mesdames, c'est déjà tout. Et pour terminer, j'emprunte les paroles d'Édouard Baer, qui est acteur, cinéaste, animateur de radio et auteur depuis 2020. À travers un livre, on rencontre un ami. C'est ça, un livre, c'est se faire des amis, et pour l'écrivain et pour le lecteur. Les livres qui nous touchent le plus, on a l'impression qu'ils ne s'adressent qu'à nous. Alors, que l'auteur nous chuchote à l'oreille. Je lis pour être heureux. En espérant qu'il en est de même pour vous, merci d'être avec nous tout au long des années. À la prochaine.